Ici, c'est un peu comme un bateau. Un asile, un palais ou une forêt. Un aspect à la fois de château fort, de C'est stalag. un espace de vie, de rêve, de danse, de chant. C'est un endroit un peu fou. L'architecture même, elle est hyper rock. Industriel, technique. Un bâtiment en friche industrielle. Insolite dans la ville, il détonne, il y a une belle tour. C'est un côté village, les gens se connaissent, on passe au voir. Quand je suis venu la première fois ici à pied, je me suis dit mais c'est le bout du monde, personne ne viendra jamais ici. On a l'impression d'entrer dans une forteresse. Quand j'en parle avec des gens qui doivent y venir ou qui me demandent où je travaille, je leur dis que c'est un grand bâtiment anciennement frigorifique de la SNCF dans lequel il y a une centaine d'ateliers. Xavier Maestral, et je suis arrivé au quai de la gare en 82. Je suis arrivé après Dominique Dehaye. Je suis peintre et je fais de la scénographie et de la mise en scène. Luna Rossa, 4e étage, studio de répétition, et moi c'est Pascal. La Scénexpo est arrivée en 1985. Michel Horry, sculpteur, j'imagine. Je m'appelle Franck Bichon, je suis photographe. Et Jean-Paul Réty, je suis sculpteur. Et là, nous, on est donc au Frigo 6. On est arrivé en avril 85 et on se porte bien. Moi, je suis Dominique Larivaz. Marianne Chanel, peintre. Ping. Je m'appelle Marga, je travaille au 3e étage du 91 quai de la Gare à Paris. Jean-Michel Frouin, peintre. Ah oui, puis je fais de la peinture. Ouais. Enfin de la peinture, oui, je fais de la peinture. Paella Chimicos, peintre, 3e étage, chez Frigo 6. Je fais du papier peint plus précisément en ce moment. Vous rentrez au 91 quai de la Gare, bâtiment B, vous montez, 5e étage. Je m'appelle Sabine Giraud, je suis peintre. Je suis peintre. Laurence Perky, photographe, entre Pimentel et Lanneau. Face à Fury, Limousin et Charlotte Dugauquier. Je m'appelle Limousin, je suis sculpteur, arrivé ici depuis la fin des années 80. René H, sculpteur. Je m'appelle Frédéric Coste, je suis photographe. Notre compagnie s'appelle la Compagnie du Destin. Desolation Road. Paolo Calia, photographe, décorateur, escalier B, 3e étage. J'écris des textes, je suis auteur et je forme des comédiens. Jean-René de Fleurieux, je suis ici depuis 1987. Quai de la Gare, Escalia. Mais je crois pas qu'il y ait de nouveau locataire là, je crois que ça s'est glacé comme un iceberg qui allait fondre. Allô? Je suis arrivé le dernier trimestre de 82 et à l'époque nous étions, Dominique Dehaye et moi-même, ainsi qu'un autre peintre parti depuis, les premiers peintres du quai de la gare. Il y avait un studio d'enregistrement à l'époque qui s'appelait WW, qui avait un contrat directement avec la SNCF. Il y avait quelques troupes de clowns, de cirque qui répétaient là. Il y avait déjà un studio d'enregistrement et il y avait surtout une troupe de théâtre du 3e âge qui s'appelait les Farfadets. Il y avait un studio de jazz qui se trouve au 2e étage qui s'appelle Jazz à Paris. Il devait y avoir un photographe qui s'appelle Morand. Au début c'était assez dur, hein. C'était assez dur tout en étant tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument pas de relation, même pas bonjour, bonsoir. Il n'y avait ni eau ni électricité, qu'il y avait des cloisons un peu dans tous les sens, les locaux étaient bruts de béton. Les canalisations d'eau claquaient, les dessins dans la flotte. Donc là j'ai vraiment pensé partir à ce moment-là. Et puis c'était une ambiance fin du monde avec l'armée en bas en urgence pour les sans-logis, les mecs qui meurent dans les coins. Bon, c'était vraiment une drôle d'ambiance, quoi. Oui, donc je suis arrivé ici en mai 85, en fait quand la plupart des gens nouveaux sont arrivés ici. De toute façon, ici, c'est une occasion, c'est tout à fait un hasard qui a fait que tout le monde est venu ici. Donc, parce que si on aurait dit, bon, on va loger que des artistes, ça ne serait pas fait. Il n'y avait rien.
dire. Il n'y avait rien, il y avait juste les murs avec, qui étaient enduits avec de la chaux, donc avec l'humidité du frigidaire, tout l'enduit était comme de la farine. Donc il a fallu tout gratter d'abord avant de réenduire, faire les fenêtres. La première percée de quelques centimètres a laissé passer un rayon qui comme un projecteur, a traversé l'atelier. C'est très curieux. Pendant 4 mois, on a ouvert les fenêtres, on a apporté l'eau, l'électricité, monté des cloisons. Donc d'un seul coup, il y a eu une dynamique rassurante, en tout cas. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose. Donc là, la question de partir ne se posait plus vraiment. Parce qu'on ne savait pas vraiment jusqu'où ça pourrait nous mener, quoi, ce truc. C'était, d'une certaine façon, c'était s'isoler parce que l'apparence du bâtiment était assez dure et quand je suis venu la première fois ici à pied, je me suis dit mais c'est le bout du monde, quoi. Personne ne viendra jamais ici. Tu prends cet endroit-là, ça te coûte tant, mais on peut te virer quand on veut. C'était un pari. On peut poser trop de questions parce qu'on n'avait pas des autres endroits, donc on a pris ça, on a fait, chacun a fait beaucoup de travail, parce qu'il n'y avait rien. Donc on a tout installé en espérant que ça va durer quelques années, quoi. On a commencé, on ne se connaissait pas, quoi. Le ciment s'est fait au sens propre et figuré. Donc les cloisons se sont montées, les portes se sont fermées et on s'est tous mis à travailler. Et on a fait en toute liberté, c'est l'impératif qu'on avait, c'était à peu près d'aligner nos fenêtres, ce qui n'a pas été forcément le cas. T'as pas trop de mal? Je fais vivre cet endroit comme on a envie, comme les gens se l'approprient et comme c'est bien. C'est une exposition d'un peintre qui s'appelle Jean Faucheur qui a travaillé là longtemps, un an et demi. Il est venu, il avait des grandes toiles à faire, il n'y avait rien, c'était facile. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on peut faire là. Ce qu'on fait ailleurs, c'est ce qu'ailleurs permet de faire. On a des rizières, on plante du riz. Ce qu'on a fait avec Roberto Platé, c'était le reflet, l'espace réel et l'espace virtuel. Jean Faucheur, Xavier Coton, Klossowski. Il a toujours des envies et puis aussi l'envie de ne rien faire parce que rien n'est vide, c'est magnifique. Rien vide, ça veut dire disponible, c'est une interrogation. Silence! Peindre, il faut que tous les jours j'ai des choses à peindre. Tu vois, comme le paysan va labourer son champ et il faut qu'il remue la terre, les choses vont... Il y a le travail, vraiment. J'entends quelque chose. Quoi? C'est le cœur. Oh merde alors. Oh silence! Moi, je suis un studio de répète, je dois recevoir à peu près 400 groupes par semaine. C'est ça qui me passionne dans ce métier, c'est qu'on travaille avec des gens qui travaillent de l'image, qui travaillent du texte, qui travaillent de l'espace, qui travaillent de l'architecture. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Et qu'en gros, je suis content de cet immeuble parce que ce que fait un musicien, ce que fait on travaille des matériaux différents, mais c'est les mêmes préoccupations. Les gens qui réagissent le plus favorablement, c'est marrant, c'est les banquiers, les PDG. Pour eux, c'est récréation ici, c'est bien. Alors, le chauffeur, il vient en général, il est paniqué, il sonne, c'est bien là. Puis après, le PDG, c'est récré, il est soi-disant un quart d'heure dans son emploi du temps, puis il reste 2 heures à discuter, il veut voir les photos. Pour peu qu'il s'intéresse à l'art, je l'emmène chez un sculpteur, chez un peintre.
C'est ça qui est sympa. Et quand je travaille, c'est un peu comme un pulse en fait, tu vois, tous les jours je rajoute des petits morceaux, toi, puis un jour le pulse il est fini, toi, t'as la toile est terminée. Cherchez au fond la voix qui résonne, qui s'écarte, qui s'étouffe, qui passe ailleurs dans d'autres dimensions. Dans l'atelier, on est comme un plongeur. Hein. On va chercher au fond de soi une histoire comme ça, qui est la nôtre. Je commence par charger la toile, et le premier stade est toujours abstrait. Et de ces formes abstraites, je fais naître les formes. Et qu'elles montent progressivement d'un espèce de magma. D'une forêt touffue, hein, je tire un fil avec d'infinies précautions, jusqu'à ce que l'histoire vienne, s'impose, et que le tableau soit peut-être fini. J'aime attirer les spectateurs dans un piège tramé que je lui tends et auquel seule sa sensibilité peut répondre. Et quand on revient énervé, il faut poser les bagages juste devant Bobo, comme ça, Bobo, tu te lèves d'un coup. T'arrives, mets-toi plus par là. Ok, tu surveilles les opérations. Et moi, je me soulève tout seul? Ouais. Moi, je suis un artiste qui travaille dans l'image dans le sens plus vaste du terme, donc ça peut être la photo, la décoration, la peinture, tu vois. Mais pour moi, ce n'est pas des choses séparées, c'est la même chose. Moi, j'ai envie de créer à partir de quelque chose qui est beau, que j'ai vu de beau. Et les choses qui sont mauvaises, que je mets dans le torchon, c'est tout. Tu vois, je n'ai pas envie de faire un tableau de ça. Tu vois, si j'ai vu des choses négatives, tu vois, ils font partie de ma vie, mais je n'ai pas envie de les offrir. C'est comme quand tu fais un gâteau, si le gâteau est brûlé, s'il est amer, rancide, tout ça, tu n'as pas envie de la mettre à ta table quand tu fais un dîner. Donc il y a un peu d'humour aussi, parce que j'aime bien aussi remettre en scène tout ce qui est le kitsch populaire aussi en même temps. Donc tu vois, je prends des objets un peu méprisés, tu vois, je les remets en scène dans un autre contexte. Aussi en lui faisant vivre un côté espèce de luxe, un peu de palais, un peu. C'est essentiellement des sculptures qui sont faites d'objets récupérés qui sont montés ensemble. C'est l'épreuve du temps sur ces choses qui m'intéressent. C'est d'une certaine manière ce qui survit de gens qui les ont utilisés, il y a sûrement tout ça aussi. Il y a un rapport à l'objet, la production de masse, il y a la prolifération des objets qui a complètement modifié en fait ou initié l'art contemporain. C'est-à-dire que l'art contemporain s'est complètement construit sur ces notions-là. Parce que les moyens viennent de l'industrie, ils ne viennent pas d'un artisanat. Ça reste artisanal, mais dans tous les rapports, il y a un rapport à l'industrie, c'est-à-dire à la répétition, à la fabrication, qui peut même être sous-traitée. C'est-à-dire que beaucoup de sculpteurs ne font plus leur sculpture, c'est-à-dire qu'ils les font faire. Moi, j'aime bien montrer des choses claires, autant que faire se peut, on ne l'est jamais suffisamment, mais en tout cas reconnaissable. La plupart des gens qui connaissent mes pièces s'y retrouvent. Il y a des gens qui sont plutôt dans la structure, ou d'autres qui sont plutôt matière, hein, on sent bien. Moi, je suis plutôt structure. La base de mon boulot, c'était sur le mouvement jusqu'à présent. Enfin, tout ce qui est métal m'intéresse. Tout ce qui est métallurgie, forge, tout ça. C'est une espèce de réflexion sur le temps, sur le mouvement, sur les apparences, sur le mécanisme des choses.
que je fais personnellement, c'est un travail à la fois de musique et de construction de machines qui font de la musique. C'est des machines acoustiques qui bougent, qui émettent du son, et qui non seulement émet du son, mais émet du son travaillé avec une volonté musicale, soit du répertoire classique, soit des choses plus contemporaines. De filles et avant de les coller, elles étaient par là dans l'atelier, posées sur une chaise ou accrochées à des portants pour que ce soit pratique, pour que je puisse les choisir. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi-même et les gens qui étaient par là et qui regardaient cette peinture, que ce soit les voisins ou des touristes ou n'importe qui, réagissaient directement à ce travail-là, non pas avec les barrières et les a priori de la peinture, ou quand c'est derrière un cadre, on regarde un passage de bleu, des dominantes de gris, ou un beau dessin, ou un trait, ou je sais pas quoi, ou un machin, ou de la peinture. Mais là, on regardait un cul, on regardait, tiens, Sylvie, tiens, Florence, tiens, je sais pas qui, celle-là, elle me rappelle celle-là, machin et tout, et on ne parlait plus de peinture directement, on parlait de ce qu'était la peinture réellement. Et ça, c'est devenu un petit peu le corps de ma peinture. J'ai développé un travail qui était un travail publicitaire avec des affichettes, mais c'était un travail qui était d'une façon évidente publicitaire, à l'encontre des pochoirs, qui avaient une sorte de volonté artistique. Et en fait, elle ne faisait que renvoyer à ma peinture qui était dans l'atelier, un peu comme les filles de la Rivaz allaient chercher des clients à l'extérieur. Bon, c'est un peu la même chose, sauf que moi j'ai utilisé la technique publicitaire. Les armatures urbaines, viaducs, ponts se sont faits, watchmen de fer. Donc on est sur ce tissu, comme disent les urbanistes, industrieux, marqué par le travail. Je sais que c'était un bâtiment qui a été construit pour entreposer de la viande en 1918, à la fin de la guerre. C'était décidé, je crois, en 1916, on va construire des entrepôts frigorifiques, train frigorifique, paquebot frigorifique, et on va pouvoir se faire le monde en frigorifique. Ça, c'est le bâtiment tel qu'il était à l'origine, au début du siècle. Ça, c'est cet espace qui était la salle des machines, des compresseurs, pour les chambres froides en haut. Il y avait quand même des trains qui rentraient dans le cœur du bâtiment. Il y avait des rails partout qui circulaient avec des carcasses de bœufs accrochées là-dedans. C'est quand même fascinant. Et en réalité, s'il a été désaffecté par la suite, quelques dizaines d'années après, c'était au moment de la construction de Rungis. Et la SNCF, évidemment, ne pouvait plus rentabiliser
ces locaux près des rails. Par conséquent, il a été vide peut-être pendant 20 ans, peut-être 15 ans, et petit à petit, des musiciens et des photographes ont commencé à repérer l'endroit et à l'utiliser. Le meilleur moyen de pas avoir de squat, c'est de louer, de s'occuper. Donc, comme il y avait des gens dans l'univers de la création, musiciens, photographes, peintres, sculpteurs, ils se sont dit, bon, on va continuer dans cette voie-là. Quand on arrive dans ces zones, qui sont des zones à proprement parler, des friches industrielles, des lieux tombés en désuétude, des lieux destitués de leur fonction d'origine, on se trouve devant une friche, devant une espèce de terrain, comme en jachère, où tout est possible, il n'y a plus qu'à labourer. On voit tout Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, enfin, la grande bibliothèque qui se fait le trou de la grande bibliothèque. De l'autre côté, il y a la Seine, de l'autre côté, il y a les gares, de l'autre côté, il y a les grands moulins de Paris. C'est vraiment une espèce de forteresse là au milieu de cette plaine. Je pense qu'il y a un petit peu ce que j'appelle le mythe de la grotte blindée, c'est-à-dire qu'on peut amasser quelques stocks et puis attendre 2 ou 3 guerres nucléaires là-dedans, ou du moins avoir cette idée-là. Un aspect à la fois de château fort, de stalag, et un côté concentrationnaire dans ce lieu. Mais ça, c'est pas foncièrement négatif dans la mesure où je crois qu'un artiste a besoin de se clore dans une sorte de cellule. J'avais envie de faire de cet endroit un asile, un palais et une forge. Moi, je le vis comme un temple. Pour moi, c'est un temple. L'architecture même du bâtiment, elle est hyper rock. Elle est hyper rock. Elle était encore beaucoup plus il y a quelques années. C'est ce qui nous a charmés, quoi, en fin de compte. Moi, je vois ça plutôt comme un navire amarré au pont de Tolbiac. C'est pas un havre, tu vois, genre un havre de paix, c'est pas idyllique comme ça. Pour moi, c'est vraiment l'entrepôt dans lequel les gens qui ont envie de créer quelque chose ont trouvé un endroit où s'exprimer, point à la ligne. Ici, c'est un peu comme un bateau au milieu d'un océan de rien, et on est tous là-dedans, c'est un peu l'Arche de Noé, quoi. C'est vraiment un endroit qui était dedans et te donne, il y a un chaleur, tu vois, on a vraiment envie de créer, tout dedans, on est vraiment, un artiste, il est vraiment chez soi ici. Vous savez, nous sommes en permanence en recherche chronique d'espace simple avec un point d'eau. C'est tout. Grand espace pour inventer nos histoires. Peinture de chevalet, avec des petits châssis, enfin ça n'est plus possible. Des petites sellettes pour les sculpteurs travaillent avec des gros matériaux très lourds, traitent des plaques avec des produits même dangereux, utilisent la soudure, utilisent les acides, utilisent des matériaux qui requièrent un cadre, des structures autres que l'atelier traditionnel. Ici à Scène-Expo, on a 4,50 m sous plafond. Plus loin, chez Jean-René de Florieux et d'autres ateliers, il y a plus de 5 mètres. Les planchers résistent à 7 tonnes au mètre carré. Le bâtiment est idéal pour travailler. C'est une sorte de non-confort permanent, bon, à cause des studios de répétition, à cause des trains, à cause du fait de devoir venir jusqu'ici. Les volumes sont beaux parce qu'il y a une hauteur de plafond, parce qu'il y a une lumière qui est bonne, parce que c'est sale par terre, qu'on n'a pas à se soucier de ramasser avec une éponge une goutte de peinture, parce que... De bien ici et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, on peut sûrement le trouver, mais bon là, ce qui est vraiment présent ici, c'est que le rythme est sur le dynamisme du travail, des gens qui sont là et qui viennent travailler et qui viennent pas
qui vivent pas là et qui sont pas le soir à glander, à essayer de voir si on faire si un tel a des œufs ou du sel ou je sais pas quoi pour faire la cuisine ou des couches pour le bébé qui est né la semaine dernière ou je sais pas quoi, ça n'existe pas tout ça. C'est pas un lieu de travail, c'est un lieu de, comment je dirais, de faire de l'art. Mais l'art, ça dépasse largement les mots de travail, quoi. C'est un espace de vie, de rêve, de danse, de chant, de tout ce qu'on veut. Il y a eu de nombreuses fêtes qui ont été faites, des fêtes diverses de créateurs comme Paolo Calia. Bon, c'est sûr que c'est un endroit que le tout Paris fréquente avec des Rolls assidûment, qu'ils aiment bien. J'ai fait des dîners, quelques dîners comme ça, très théâtral, évidemment, j'ai fait toute mise en scène. Même si j'invite une seule personne, j'ai fait tout mon cinéma. J'invite une personne à dîner, je mets mon assiette dans un côté, et l'assiette de l'invité de l'autre côté opposé, j'allume tous les bougies, tous les chandeliers qui sont dans la pièce, je mets la musique. Donc même si j'ai une personne, il faut que je la reçoive un peu comme un prince. C'est l'endroit où je vis aussi, où je vis ma vie, où je travaille, je reçois mes amis et tout ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence, si tu veux, entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je ne veux pas être artiste, tu vois, à des horaires, tu vois, je suis un banquier. Moi, je suis artiste tout le temps, même quand je dors. Le travail ici, c'est peut-être venir une journée et ne rien faire, mais être là quand même, quoi. C'est pas... on n'a pas des rythmes très... de bureau quand même, mais c'est un lieu de travail, quoi. Au début, c'était un peu, je dirais presque le Far West, en ce sens que personne ne se connaissait et chacun s'activait à bâtir son endroit. Donc un nouveau village est né, un terrain a été occupé. Oui, c'est un côté village, les gens se connaissent, on passe se voir. Ici, il y a des gens qui ont 20 ans, puis il y a des gens qui ont 70 ans. Ça, c'est comme la vie. Il y a deux courants majeurs, c'est les nomades et les sédentaires. Les musiciens sont nomades et les artistes, certains d'entre eux sont sédentaires. Et puis il y a tout ce qu'il y a entre ces deux pôles, les mécaniciens, les clochards, les gens. En ce moment, il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent s'habiller. L'hiver, c'est des gens qui viennent dormir. Ça peut ressembler un peu à une promenade en montagne aussi, quand on rencontre quelqu'un dans un couloir, on ne sait pas trop si il va pas être dans notre atelier 2 heures après, ou bon, il y a quand même cette espèce d'esprit là qui est à un coin d'escalier, on peut tomber sur des dégénérés à cheveux machin, ou des petites américaines avec leur maman qui viennent pour leur premier casting. Cette rue principale qui est d'escalier, des étages qui sont un peu comme des... C'est comme une ville, hein. Il y a toutes les composantes d'une ville, des rues, des endroits où on se croise, des endroits où on peut s'arrêter, parler, et puis aussi des endroits où on peut bosser, s'isoler. L'architecture, je crois, est un truc déterminant du quai de la gare, et les gens l'oublient un petit peu. C'est pas que la population qui fait que ça marche, c'est aussi qu'au départ, il y avait une bonne base. Le seul lieu un peu commun, ce serait la cour, le parking. C'est peut-être le lieu d'échange le plus vrai du quai de la gare. Les gens s'arrêtent, on se voit décharger une sculpture, une peinture, du matériel photo. Après, on s'engouffre dans les couloirs et on est un peu dans le noir, c'est un boyau, c'est peut-être pas propice à l'échange.
Chacun ici représente une structure autonome, à ses affaires, comme on dit, ou à son art de vivre aussi. On est dans le même bâtiment, comme on est des êtres civilisés, on se dit bonjour, on s'aime comme des bons voisins, quoi, mais sans plus. Les gens se connaissent, ils se tissent des liens d'amitié. On avait plus tendance au départ à fonctionner par couche, par étage, parce que c'est la solution de facilité. On a rencontré tous les locataires de cet immeuble dans l'état de gravats, quoi. Couverts de pâture, de plâtre, et ça crée des liens. On se croise, on se dit bonjour 3 ou 4 fois par jour. On sympathise, on se déteste, on prépare des stratégies les uns contre les autres ou les uns avec les autres. Et il y a une espèce de désinvolture avec les gens, on est tranquille, on se sent pas justement tenu à des rapports sociaux de politesse stérile avec les gens. Si on veut faire la gueule, on fait la gueule, moi je trouve que c'est très bien. Si on veut changer son chemin, pas regarder quelqu'un, je crois que les gens ici le font plus qu'ailleurs. Ils expriment leur humeur plus qu'ailleurs. Par contre, quand il y a des grands sourires, quand il y a des gens qui ont envie de se voir, ils se voient. Et puis on peut aller voir les gens, comme ça, impromptu, c'est toujours agréable. Donc ça, c'est sympa aussi. Un matin, je m'étais mis sur une prise de vue nature morte, et puis il y a Manu Dibango qui attendait pour aller répéter à côté. On est assez copains, et tu veux un café, le studio n'était pas ouvert. Puis il regardait, il me dit, mais ça, c'est mou, c'est pas bon. Et là, je lui dis, comment tu le vois? Puis au lieu de me le dire par la forme, il m'a fait le son, à chanter. Puis bon, tout de suite, moi derrière, j'ai commencé à bosser un peu avec cette musique-là, donc les objets, je les ai mis d'une autre façon. To see what tomorrow will bring. I said now, I just need some sunshine to see what tomorrow will bring. Just let the good old raindrops fall, 'cause Arrivé au 91 quai de la Gare, les modèles qui défilaient en grand nombre et qui continuent à défiler, quelquefois jusqu'à 50 ou 100 pour un casting, s'arrêtaient au café le plus proche, téléphonaient « Est-ce que nous sommes bien au 91 quai de la Gare? Venez nous chercher ». Et en fait, c'était tout simplement la trouille d'entrer dans ce bâtiment. Les gens qui sont habitués à un certain confort, à une certaine facilité d'accès, ne viennent pas forcément ici, parce que ici c'est un abord assez rude. Maintenant, les gens sont fascinés parce qu'ils ont déjà entendu parler, ils savent déjà qu'ils viennent ici, alors donc il y a une espèce d'excitation, même les gens très bourgeois, très classiques, donc sont très excités de venir ici. Ça va du loser complet qui a du mal à sortir de ses histoires de poudre et qui essaye de percer dans le rock'n'roll et qui n'y arrivera jamais, jusqu'aux gens comme Michelin. Ray Charles est venu, Myriam Makeba est venue il n'y a pas tellement longtemps, enfin, Dizzy Gillespie est venu aussi, répéter. Il y a Madonna, il y a Prince, il y a Boy George, il y a Sappho, il y a Biz Indochine, il y a Ivana Trump, il y a Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier. Il y a vraiment de tout, il y a des très très connus et des anonymes qui le resteront toute leur vie. Le week-end, il y a beaucoup de gens qui viennent se promener ici. À quel moment vous D'habitude, on ne me dérange pas. Au revoir. C'est assez fréquent que des gens frappent à la porte. Tiens, on a vu le lieu, on nous a dit que. Est-ce qu'on peut regarder ce que vous faites? Ça arrive assez fréquemment. On se trouve au milieu du bâtiment, on est une sorte d'endroit ouvert aux gens qui arrivent dans le lieu et souvent on reçoit les gens qui sont perdus ou qui sont à la recherche d'informations sur l'endroit.
Au départ, c'était les touristes qui arrivaient. Bon, il y en avait un qui t'achetait un truc par coup de cœur, je sais pas quoi, une petite toile pour mettre dans la chambre de son gosse. Voilà, quelqu'un qui passe, et s'il a pas envie de bosser avec toi, si c'est, je sais pas qui, le meilleur collectionneur du monde, l'allemand le plus machin recherché par tous les artistes ou quoi, si le mec qui ferme sa gueule, on sait pas qui c'est, point à la ligne. Quand un collectionneur venait ici pour voir le travail d'une personne en particulier, bon, en fait, il était aussi séduit parce que il y avait d'autres choses à côté et que les choses se mettaient en valeur les unes les autres. Il y a un côté très mystérieux dans ce lieu. Il y a toute une vie très cachée. Et ça attire les gens. Pendant 2 jours et demi de 13e art, environ 20 000 personnes par an avec leurs enfants, vieux, jeunes, étudiants, professionnels, marchands. Les territoires s'émiettent, c'est comme une île érodée par la mer qui viendrait emporter des pans entiers de falaises englouties. Mais c'est pareil. La précarité est là au-dessus avec des grues, des pelleteuses tout autour. Et on sent que c'est fragile, même si les deadlines se reportent toujours. Il y a toujours cette pression quand même des bulldozers et des promoteurs au-dessus de nous. Comme ça va être démoli, on va essayer de le faire vivre, ça va être probablement démoli. On va essayer de le faire vivre jusqu'à la fin, puis après on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas de fin d'ailleurs. Quand tu vois comment j'ai aménagé mon endroit, tu vois, c'est exactement comme si on dit à un artiste, tu vois, on va détruire ton tableau, on va te donner une toile toute blanche. Quand je suis arrivée ici, brusquement, toute cette espèce d'énorme chambardement, c'est ce quartier qui se casse dans tous les sens, tout d'un coup a amené à... C'était le chantier dehors, c'est devenu le chantier dans l'atelier. Nous sommes des espèces de médiums qui vivons en fait l'histoire humaine qui nous entoure. Elle passe par nous et puis elle ressort dans nos images. Très curieusement, le personnage a complètement disparu au profit de cette espèce de bourrasque, de formes comme ça qui s'en mêlent les unes dans les autres. Et lorsque je regarde mes tableaux, maintenant j'y vois des architectures du Pont-Tolbiac, les architectures des grands moulins. Les rails de chemin de fer sont là. C'est quand même une histoire de fin de monde, de fin de quelque chose et la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, ça se traduit en noir et blanc plus facilement. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire des toiles complètement vides. C'est-à-dire désertiques avec simplement des petits points qui s'inscrivaient dans cette surface vide. Donc, alors qu'auparavant, je faisais pas du tout ça, quoi. Le plus fort de mon travail, c'est à partir du moment que je suis arrivé à cet endroit. C'est-à-dire, j'ai fait toute une série de travaux qui ont commencé depuis mon arrivée à cet endroit. C'est-à-dire le travail de terre, de Tolbiac, le travail des rouilles, tous les éléments, vestiges que j'ai trouvés dans l'environnement de l'endroit. Les voies de chemin de fer devant, c'est l'annexe de mon atelier. Une des annexes c'est l'annexe de l'atelier. Bon, avec des ferrailleurs ou d'autres endroits où je ramasse, où j'achète des matériaux. Ça vient c'est un morceau de caténaire. Ce sont des trucs de rails et les deux ensemble vont, je pense, devenir deux femmes. Par exemple, j'y ramasse assez souvent des gants que j'utilise dans différentes sculptures et qui sont des gants que les ouvriers de la SNCF ont utilisés et jetés. Pour moi, c'est important que cet endroit donne sur les voies, parce que les voies de chemin de fer,
Ça fait partie des rares endroits encore un peu libres dans la ville. Quand j'arrive dans mon atelier, c'est tout blanc et les couleurs sont sur les tableaux. Je suis plus au quai de la gare, je suis ailleurs. Et l'artiste, c'est autre chose. C'est-à-dire l'artiste, les gens, ils attendent de l'imagination. Moi, je n'ai pas besoin de me promener le long des quais pour que les quais soient là. Hein. Les dimensions, si vous voulez, de cet endroit-là font que vous ne pouvez pas rester indifférent à l'endroit. Vous ne pouvez pas faire votre petite peinture dans votre coin. Vous êtes obligé, vous, de tenir compte de l'architecture et à ce moment-là de faire un travail pour cette architecture-là. Ou alors de travailler dans des dimensions ou extrêmement réduites ou extrêmement grandes. Quand vous avez à travailler ici, ça ne se passe pas les mêmes choses. Je veux dire, vous êtes vraiment livré à vous-même. Il faut le remplir. Je crois que les grandeurs des choses, ça existe dans la tête, ça n'existe pas dans le livre. Donc on a une certaine habitude de réfléchir à l'art par rapport à une grandeur humaine, je crois. Donc par rapport à notre grandeur à nous. Le jour où, très gâtée, je me suis retrouvée dans un grand espace, l'angoisse de se retrouver dans ce lieu que j'avais tant désiré m'a amené à faire des petites miniatures. Si j'avais dû travailler dans une chambre de bonne, j'aurais peut-être fait des choses encore plus grandes, je sais pas, je me serais démerdé, j'aurais fait des choses en morceaux et qui auraient été des délires justement sur l'espace dans lequel j'étais. Ou alors j'aurais fait des miniatures, mais forcément c'est important là où on se trouve. Alors mon travail, en fait, il traite de l'espace, de l'occupation de la surface de la toile par un personnage qui, en quelque sorte, me représente. Un bonhomme comme ça qui étend ses bras pour essayer de rejoindre des limites, de rejoindre le sol, de rejoindre ce qu'il peut. Le pas, il a une caractéristique, il est très grand, quoi. Quand il a envie de s'exprimer, il étend ses bras très très loin et s'il peut faire 3-4 mètres, ça me fait très plaisir, quoi. Donc effectivement, de travailler dans un lieu qui permette ce genre de délire, c'était vraiment important. Je définis une zone d'activité que j'appelle mon envergure. Et ça donne cette espèce de grosse boule qui est un autoportrait ou qui est la forme d'un homme en train de peindre, qui est voilà, la taille de l'homme, la taille, l'échelle. Parce que tout mon travail est basé sur l'échelle humaine. J'utilise un vocabulaire formel qui est celui et structuré qui est celui du drapeau. Voilà. Je me sers de cette structure, de cette forme, et je les décline, je les multiplie, j'invente à partir de ce vocabulaire de forme des drapeaux. Je réalise la plupart du temps des sculptures murales sur lesquelles je représente soit des paysages, j'appellerais ça des faux paysages extrêmement simplifiés, ou bien des personnages.
et qui semblent nous faire face comme si on les survolait. Et donc ces vues du dessus, je les ai recherchées un peu pour donner l'illusion de ce que l'on pourrait voir si on était un observateur extérieur au-dessus de la Terre. Je ressens cet état de vie dans l'espace et cette petite Terre qui se promène dans l'espace, dont je montre toutes mes situations du dessus. Aller à l'universel, quoi. En ce moment, je peins beaucoup de visages de femmes. C'est un tel mystère. C'est jamais épuisé, les mystères du visage humain, comme tout là, vraiment concentré dans cet endroit, si petit, quoi, par rapport à l'espace. Et tout est là. Le folklore, le côté sympa, c'est qu'ici, on a toujours l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. La vie bien faite, avec pas d'emmerdement pour les bagnoles, des motos qu'on peut rentrer chez nous, même au 5e étage, des structures qui sont suffisamment résistantes pour les sculptures ne passent pas à travers les planchers, assez bien isolées, pas trop les uns sur les autres. Bon, voilà, c'est des éléments très simples qui font que la vie est agréable ici. Les problèmes des artistes, c'est qu'on est toujours un peu différents. Et à force d'être regardés comme des extraterrestres, on se sent aussi des extraterrestres. Et quelque part ici, on devient normal, si tu veux. On ne se pose plus la question, parce que le voisin c'est pareil, donc il n'y a pas de... Tu veux, on n'est pas quelqu'un d'étrange, c'est vrai. Même si ça reste un petit peu cloisonné, si chacun est un peu chez soi, simplement c'est agréable de voir des visages heureux qu'on peut croiser dans l'escalier, c'est-à-dire des gens qui sont actifs, qui ont l'air d'être bien dans leur histoire, quoi. Il y a cette force, tu vois, de ces gens qui viennent travailler. Moi, je la sens monter, je suis au dernier étage, elle traverse les murs. Le fait de travailler dans une sorte de ruche, même si on n'est pas en connexion, en relation directe avec tous les gens qui sont là, est quelque chose qui est très stimulant. L'intérêt du quai de la gare, c'est qu'il n'y a pas que des plasticiens. Il y a donc des photographes, il y a des architectes. Donc il y a plus d'échanges possibles que si l'immeuble était plein de peintres, plein de... À ce moment-là, je ne sais pas si ça communiquerait autant d'ailleurs. On n'est pas forcément un endroit où ça se crée un mouvement, qui va un mouvement des masses, le mouvement du quai de la gare. Non. Tout le monde est là, il vit d'une façon beaucoup plus contemporaine cette histoire, c'est-à-dire tout le monde est là pour travailler, chacun a son espace, et on cohabite, tu vois, donc des artistes qui cohabitent ensemble. Dans une image idyllique, encore une fois, de la chose, ça pourrait être merveilleux d'avoir autant d'artistes côte à côte qui pourraient générer quelque chose qui fasse que ça bouge vraiment. Dans la réalité, c'est pas franchement le cas. C'est pas du tout une cité d'échange, c'est surtout des gens qui sont individuels, qui produisent leurs expositions, leur musique, leur chorégraphie. L'individualisme prime de plus en plus. En plus, dans le domaine artistique, c'est un domaine difficile où il y a beaucoup de producteurs, peu d'acheteurs, donc l'individualisme joue aussi. Ce qui a fait de ce lieu un lieu d'agrégat, c'est plutôt un agrégat. Et petit à petit, il a bien fallu se rencontrer, il a fallu s'apprivoiser. Sans être forcément, comment dire, comme il y avait les bateaux à voile, les moulins de la galette, des choses comme ça. Parce que bon, c'était d'autres époques où les gens avaient besoin de se réunir pour créer un mouvement artistique commun. Et je crois que maintenant, on rentre dans une ère beaucoup plus individualiste. Il y a des gens qui sont abstraits, des gens qui font de la figuration. Il y a vraiment tout ce qu'on veut ici. Il y a les abstraits, il y a certains arts bruts, il y a des peintures assez signifiantes, qui ne sont pas vraiment abstraites comme la mienne. Il y a de vrais figuratifs.
Autrement dit, tout est la palette est représentée. C'est un microcosme. Et à mon avis, ça renvoie bien aussi à l'époque actuelle où il n'y a pas de discours dominant en matière artistique. Il est difficile, en tout cas, d'en imposer un. C'est plutôt la multiplicité offerte, et le Quai de la Gare en voit bien l'image. C'est la diversité, la contradiction. Ce genre de lieu doit permettre des tas de mouvances et des tas de choses qui n'existeraient pas ailleurs. Dans les années 80, on a profité justement d'une sorte d'opportunité qui était celle de la jeune peinture. Les années 80 ont montré que des jeunes peintres existaient et qu'on pouvait acheter de la jeune peinture. On en a bénéficié, on en a vécu, enfin on en vit. Ben c'est bien évident qu'un lieu comme ce genre de lieu permet beaucoup de choses. À savoir qu'il peut y avoir des gens qui vont pouvoir végéter pendant des années au sens financier et puis tout d'un coup être découverts, alors que s'ils étaient dans un circuit plus normal, ils auraient été éliminés. Une centaine d'ateliers, c'est tout de même, je crois, assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres au monde, je ne crois pas non plus qu'il y en ait d'autres. Mais on n'est pas plus intéressant ou particulier que d'autres. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une concentration de 100 structures de création dans un même lieu et que ça marche. On est habitué là aussi dans notre profession à se couler dans des espèces de cicatrices comme ça de la ville qui sont laissées à l'abandon. Personne n'en veut. Et c'est à partir du moment où les artistes récupèrent ces lieux-là que tout le monde jette un regard intéressé sur l'endroit. Par rapport à ce lieu même, je ne sais pas ce qui peut se passer. S'il peut continuer à exister, j'en serais très heureux. S'il est démoli, il faut absolument qu'il y en ait un autre qui le remplace, et si possible plus grand, et si possible 2, si possible 3. On est tellement habitué à être ballotté comme ça, à être trimballé à droite à gauche, que je me garde bien de m'attacher trop fortement à un endroit. On va de mois en mois ou d'année en année, avec l'espoir d'y être encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et pour des plus jeunes, pour toujours. Et d'un autre côté, d'envisager un futur trop long avec toujours les mêmes gens et toujours dans le même environnement, c'est aussi choisir de rester dans son fauteuil et de pas un peu se provoquer quelque part. Je sais que l'urgence, avant tout, c'est de peindre.